I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot. Désolé pour la boulette du départ. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Capucine de Trust.Team. Bonjour Paul, merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Merci à vous de venir partager un petit peu votre expérience, votre vision et celle de Trust.Team, bien évidemment. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a lancé et depuis combien de temps vous êtes lancé dans tout ce qui va être extra-financier ? Alors peut-être d'un point de vue plutôt de chez Trust.Team, mais après j'aborderai peut-être le côté personnel de la question. Chez Trust.Team, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est intéressé à l'extra-financier ? En fait, très simplement, après la crise de 2008, la crise financière, on s'est rendu compte que l'analyse financière classique ne nous empêchait pas du tout de ne pas prendre la baisse des marchés. Et donc finalement, on s'est dit comment est-ce que on peut faire pour analyser un critère qui nous permettrait d'être plus résilient et de regarder autre chose que ce que regardent les marchés. Et en fait, en partant de ce point-là, on a analysé pas mal d'études qui ont montré un lien fort entre satisfaction client et performance financière. Et c'est comme ça qu'on est rentré sur l'extra-financier via ce critère de satisfaction client qui est un critère social. Peut-être comment moi j'en suis arrivée là, c'est ce qui m'a attirée chez Trust.Team, c'est ce côté extra-financier. Et je suis arrivée chez Trust.Team au moment où justement se montait le bureau de recherche extra-financière de chez Trust.Team, et c'est comme ça que j'ai rejoint les équipes, donc il y a quelques années maintenant. D'accord. Mais du coup, vous avez déjà presque répondu à ma prochaine question qui était en général, est-ce que vous avez une équipondération des différents critères ESG assez classiques ou est-ce que vous avez une préférence donc, si je comprends bien, c'est quand même le pilier social qui prend un peu le dessus. Oui, tout à fait. C'est le critère social qui est, le critère de satisfaction client, qui est un critère social, qui est notre premier critère d'investissement. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller analyser les sociétés. On va aller chercher de la donnée de satisfaction client, donc de la donnée indépendante qu'on va créer nous-mêmes, on va travailler avec des partenaires. Mais on va aussi analyser d'autres critères. Ce qui est intéressant dans le critère de satisfaction client, c'est que c'est un vecteur de performance financière, mais aussi de performance extra-financière. Parce qu'on sait qu'en fait, le client est vraiment le chaînon manquant qui fait le lien entre l'extra-financier et le financier. D'accord. Et c'est là que c'est intéressant. Un domaine très particulier quand même là. C'est ce que je teasais en fait sur LinkedIn, mais la satisfaction client, c'est loin d'être le critère le plus étudié dans les sociétés de gestion. Donc, que vous parliez que vous faisiez appel à des partenaires, c'est un partenaire, c'est plusieurs partenaires, comment ? Alors, en effet, c'est assez particulier puisqu'on est les seuls à le faire en Europe. Il y a une société qui le fait aux États-Unis, mais sur de la gestion passive, donc c'est très différent de ce que nous on fait. Et donc, on ouvre un peu la voie. Donc, c'est pour ça aussi que je suis à la tête d'un bureau de recherche pour justement voir comment est-ce qu'on fait pour analyser les sociétés de ce point de vue-là. On travaille avec plusieurs partenaires, avec une quarantaine de partenaires partout dans le monde. On a un partenariat privilégié avec Ipsos, que tout le monde connaît aujourd'hui, où c'est une étude, on fait avec eux une étude annuelle sur 15 secteurs, sur 5 pays. On étudie 900 marques, donc là, c'est vraiment une grosse étude annuelle. Et sinon, on va travailler avec des partenaires plutôt assez sectoriels ou assez nationaux pour aller chercher de l'information partout dans le monde, puisqu'on investit sur tous les secteurs, dans tous les pays. Donc, aux États-Unis, on va travailler avec la CSI, donc l'American Customer Satisfaction Index, par exemple. Dans les Nordiques, on va aller travailler avec l'EPSI. Sur Singapour, ça va être le Singapore Customer Satisfaction Index. Donc, on a vraiment des partenaires un peu partout qui vont nous permettre d'avoir cette donnée très spécifique qu'on est les seuls à manipuler aujourd'hui. Et sur un coverage assez large, en fait. Tout à fait. D'accord. Mais alors, ma question préférée, elle va avoir d'autant plus de sens parce que vous vous êtes lancé dans quelque chose d'atypique qui met en branle un certain nombre de partenaires, ce que vous disiez, une quarantaine. Donc, quelle a été la boulette qu'a fait Trust.Team en se lançant, puisque de toute façon, quand on se lance, on a toujours des boulettes. Alors, la vôtre, ça a été laquelle, si on devait en retenir qu'une ? C'est hyper intéressant comme question. Je pense que, bien évidemment, il y en a plusieurs, des boulettes. La principale, ce serait avant même de commencer à travailler avec des partenaires, où en fait, au départ, on se basait sur de l'information déclarative de la part des sociétés, sur la satisfaction client, que ce soit en termes de données de satisfaction client. Donc, on allait chercher dans les rapports annuels, dans les publications, etc. Et en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. À l'époque, quand on a commencé, il y avait très peu de sociétés qui publiaient ce genre de données.
Aujourd'hui, beaucoup plus parce que la satisfaction client prend de plus en plus de place, l'expérience client, surtout sur le B2C. Mais finalement, au départ, c'était assez rare. Et, euh, et au-delà de ça, c'est pas volontairement de la part des sociétés que finalement cette information était biaisée, mais on n'avait pas d'informations sur la méthodologie, sur l'échantillon, donc en fait on savait pas vraiment ce que ça représentait. Et ça, je pense que c'est vraiment la grosse boulette entre guillemets qui a fait aujourd'hui aussi qu'on allait voir des partenaires pour leur dire on a besoin de données indépendantes. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette donnée-là? Donc, il y a ce côté déclaratif sur la donnée quantitative et le côté déclaratif aussi sur la donnée qualitative, puisqu'on a toute une partie de notre process qui consiste à aller challenger les sociétés, les rencontrer, leur poser des questions. Et là aussi, aller plus loin que le déclaratif est vraiment hyper important et on le sait, on s'est fait avoir plusieurs fois, de se dire finalement, allons vérifier ce que nous raconte l'entreprise, allons les challenger, rencontrer le management pour vraiment bien comprendre leur stratégie et s'assurer de la véracité de ce qu'elles nous disent en fait. Et du coup, ce travail de due deal, ça représente quoi? Vous couvrez combien de due deal par an dans votre équipe de recherche? Alors, je ne sais pas si c'est l'équipe de recherche du coup ou une autre, mais Alors, c'est une de nos spécificités aussi, c'est que donc, il y a une équipe de recherche extra-financière qui est complètement indépendante de l'équipe de gestion. Et c'était vraiment une volonté au départ pour que cette équipe elle soit indépendante, objective, que le financier n'influence pas l'extra-financier et que l'extra-financier n'influence pas le financier non plus. Donc, c'est vraiment mon équipe qui est en charge de ces due deals. Par an, on rencontre entre 100 et 150 sociétés tous les ans. Et en termes de couverture, plutôt de données quantitatives, on couvre entre 4000 et 5000 sociétés. Donc, on a un premier fil quantitatif qui est assez fort et ensuite un deuxième fil qualitatif qui vient encore réduire l'univers d'investissement pour nos gérants de portefeuille. d'accord. Du coup, je pense qu'on a déjà abordé un peu votre spécificité, hein, c'est la satisfaction client. Enfin, je me trompe peut-être, vous allez me dire. Mais est-ce que, du coup, ce serait quoi, au-delà de cette prise en compte de la satisfaction client, ce serait quoi la spécificité? C'est le fait que vous ayez justement, comme vous disiez, une recherche indépendante de la gestion, le fait que vous assuriez vous-même les due deals, bien que vous reposiez en même temps sur une liste de partenaires assez large. Ce serait quoi la spécif? Je pense que notre spécificité principale, c'est qu'on fait tout en interne. C'est-à-dire que la donnée de satisfaction client, aujourd'hui, soit on la crée, soit on va la chercher, mais en tout cas, on la manipule et on la gère en interne, on l'analyse en interne. On a donc ce critère de satisfaction client, comme on le disait à l'instant, qui est un critère d'investissement, mais on a aussi des critères qu'on va analyser ex post pour regarder la performance de nos fonds sur des critères ESG plus classiques par rapport à leur indicateur, leur indice de référence, par exemple. Et là, on monitore une trentaine de critères. Et là encore, on ne fait pas appel à des agences de notation extra-financières. C'est des choses qu'on fait en interne. Donc, je pense que c'est vraiment ça, une de nos spécificités les plus fortes. Et toujours à partir de... Alors là, toujours pas déclaratif. Vous passez comment Là, pour le coup, on est sur du déclaratif. D'accord. On va, par contre, on a des stratégies et des actions d'engagement qui sont fortes pour aussi aller comprendre cette donnée. On ne peut pas le faire sur toutes les sociétés qu'on suit, bien évidemment, mais vraiment, l'idée, c'est d'aller comprendre cette donnée et challenger l'entreprise pour savoir ce qu'elle met en place pour atteindre ses objectifs, etc. Sur des objectifs environnementaux, par exemple, on travaille avec le CDP, où on va les accompagner, et eux nous accompagnent aussi pour travailler main dans la main sur ces sujets. D'accord. Et alors, du coup, même si effectivement vous sortez un petit peu si on prend une loi normale, vous n'êtes pas exactement au centre, mais pour vous, qu'est-ce que ce serait l'avenir de l'extra-financier? Ça serait que tout le monde prenne en compte la satisfaction client, que ça devienne un peu plus mainstream. Ce serait que les gens passent moins par des agences et effectuent eux-mêmes leur relevé, soient moins déclaratifs et qu'ils effectuent eux-mêmes leur relevé de données. Enfin, comment vous voyez l'avenir de l'ESG à moyen terme ou même à long terme? Parce que l'avenir de l'ES, c'est le sens de l'histoire, pas forcément sur la satisfaction client précisément, bien évidemment, mais je pense que le financier et l'extra-financier vont finir par faire qu'un, et on le voit avec la réglementation qui se met en place, avec la prise en compte de l'extra-financier dans les comptes, l'alignement des comptes avec les accords de Paris, ce genre de choses, et finalement, je pense que ça va vraiment complètement se mêler et que demain, on ne pourra plus faire la différence et peut-être même que l'idée d'avoir une recherche extra-financière indépendante et objective, finalement, va finir par se mêler à la gestion parce que les gérants de portefeuille auront ces compétences-là aussi. Donc ça va être vraiment, ça va prendre du temps, je pense, mais je pense que ça va aller dans ce sens-là. D'accord, donc plutôt sur une harmonisation du temps, enfin, des compétences de gestion et de recherche sur ces critères. Exactement. D'accord. Ouais, tout à fait.
Bah écoutez, merci beaucoup Capucine d'être venue partager un peu ces inputs. Avant de vous laisser, j'avais quand même une question euh, assez forte, c'est comment vous faites pour communiquer cette vision à vos clients sur la satisfaction, parce que bon, on l'a tous eu des clients Instit ou B2C ou peu importe, mais c'est toujours complexe d'aller véhiculer sa vision, surtout quand elle sort de la normalité. Vous, comment vous faites? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que quand je disais que souvent on fait plusieurs boulettes, pour moi, c'en est une aussi, la communication qu'on a pu avoir. On n'a pas forcément assez communiqué au départ sur pourquoi la satisfaction client, en quoi la satisfaction client est un indicateur extra-financier. Donc déjà ça, il faut faire comprendre le message à nos clients et c'est pas simple. Je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est de communiquer par des exemples. On en a eu un récemment, un exemple assez criant, qui est l'exemple de Netflix, qui a perdu 40% il y a quelques semaines en une journée. Et en fait, grâce à notre process de satisfaction client, on avait pu alléger la position dans nos portefeuilles parce que ça fait des mois qu'on voit la satisfaction des clients qui est en baisse, que ça implique que Netflix a moins de pricing power, donc forcément, ça a un impact sur les résultats. Et donc ça, c'est le genre d'exemple sur lequel on va communiquer au maximum pour que nos clients comprennent ce qu'on veut dire. Parce que sinon, on a démontrer la véracité. Exactement. Finalement. Sinon, on nous oppose souvent l'argument de nous dire bah, ce que vous nous racontez, c'est sympa, mais c'est marketing. Non, c'est pas marketing, c'est justement l'avantage de ce critère de satisfaction client, c'est sa matérialité et son impact sur la performance. Et c'est via des exemples qu'on peut le montrer comme ça. D'accord. Je comprends, mais effectivement, je pense que c'est un vrai challenge d'évangéliser la clientèle d'investisseurs sur une autre métrique que le standard réglementaire. Exactement. Bravo. Bah, merci. Ouais, je vous remercie encore, Capucine, d'avoir participé à ce Coffee Shot. Merci pour l'invitation. Et puis j'espère, on vous retrouvera peut-être dans une autre session dans quelques temps. Vous nous direz Avec comment plaisir. les choses vont évoluer. Et puis je vous souhaite à tous, sinon, une très bonne semaine. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau Coffee Shot. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.